bienvenue dans votre émission bimensuelle proposée par le CJD, l'association de dirigeants d'entreprise qui osent être dirigeants autrement. L'économie au service de l'homme et non l'inverse, c'est le nom de cette émission et c'est notre devise. Nous parlons avec vous d'entreprise et d'actions responsables. Restez avec nous sur Radio Clapas 93.5. Notre monde est mal barré, c'est possible, mais pas fichu. Dans cette série dont nous sommes les héros, on parle des objectifs de développement durable fixés par l'ONU pour sauver le monde. Ce sont les ODD et il n'y en a non pas un, ni deux, ni trois, mais 17. Il faut bien ça. Universel, il se décline pour un territoire, une ville, une entreprise, un citoyen. Vous voyez où on veut en venir ? Aujourd'hui, on parle de pauvreté. Avant de vous en dire plus, bonjour à nos deux invités, Martine Maragou et Ludovic Pagnatieri, avec nos deux animateurs jeunes dirigeants, Sandrine, qui est directrice de la responsabilité de la transformation digitale Afrique et Moyen-Orient dans un grand groupe, et Johan, qui est un jeune start-upper qui rejoint le CJD cette année. Ludovic Pagnatieri, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette émission. Alors pour vous présenter rapidement, vous êtes directeur régional littoral du groupe ADI, est-ce que c'est bien ça ? Alors oui, bonjour à tous. Donc je représente l'association ADI, notamment le territoire de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis Sandrine et je suis ravie de vous présenter aujourd'hui Martine Maragou. Alors Martine Maragou, c'est une femme d'engagement au service des autres. Elle est à la fois présidente de la communauté Emmaüs de Montpellier-Saint-Onès et également vice-présidente d'Emmaüs France au titre des régions. Elle s'occupe de toutes les branches en transversale. L'engagement, c'est sa culture. Alors, il peut être utile de rappeler qu'Emmaüs a pour mission d'aider les personnes en situation de pauvreté et d'exclusion depuis 70 ans. Emmaüs fonctionne sans subvention, seulement avec des dons et le travail des compagnons qu'elle accueille. Emmaüs, c'est un service pour tous et c'est un travail pour les oubliés, les blessés de la société. Leur travail leur permet de prendre un nouveau départ et d'aider les uns et les autres à leur tour, tout en redevenant des acteurs incontournables d'une vie et d'un équilibre collectif. Alors avant de lui donner la parole, je vous propose d'écouter Virginie et son audiotract « Pauvre et à quel prix ?» Vous connaissez la loi de Murphy, celle qui vous apporte les tuiles en série. Un projet qui capote, l'aspirateur qui lâche, à votre date pas de capote, un ami qui vous bâche, un problème bancaire, dans les tuyaux trop de calcaire, puis la voiture en panne en prenant de front un âne. L'écran de téléphone cassé, une coupure d'électricité, une fêlure sur un os et même simplement une entorse. Et là, on se demande, mais quand ça s'arrête ? Le nez dedans, on broie du noir, on éponge, on répare, on rouvre les yeux et on se remet à voir. À ouvrir la fenêtre et à regarder à quel point on a de la chance. Oui, de la chance, en pensant à ceux qui vivent oppression, injustice, conflits, catastrophes, maladies, à ceux qui sont nés moins bien lotis, à ceux dont la loi des séries plus violemment a sévi, à ceux qu'un engrenage sans pitié a progressivement isolés, stressés, mal logés, délogés, malmenés, agressés, affamés. Oui, j'ai tant de chance. Lutter contre la pauvreté, c'est l'objectif numéro 1 de l'ONU pour le monde. Trop de pauvres, trop de souffrances, de difficultés sociales, d'injustices, et pourtant, l'humanité n'a fait qu'améliorer ses conditions de vie. Imaginez-vous, il y a 200 ans seulement, un enfant sur deux n'atteignait pas l'âge de 5 ans. C'est 4% aujourd'hui. 100 ans seulement, le monde est sorti de l'extrême pauvreté. Vivre avec moins de 1,6 € par personne et par jour, c'était le quotidien de 94% de l'humanité en 1920. Le siècle dernier. C'est 10% en 2015. Malheureusement, les disparités sont immenses. Est-ce que vous saviez qu'un enfant européen qui détient 17 € d'économie est aussi riche que 2 milliards de personnes sur Terre ? En France, on vit dans l'abondance, avec une protection sociale et des associations solidaires remarquables. Mais winter is coming, et les dernières études font froid dans le dos. Le Secours catholique évalue à 10 millions le nombre de pauvres en France en 2020. Et il n'est pas question d'avoir des dents ou de ne pas en avoir. Sur 10 ménages accueillis, 5 ménages ont 9 € de reste à vivre par personne et par jour. Ça veut dire arbitrer l'impossible, se chauffer ou se nourrir, un vêtement ou de l'électricité.
4 ménages sur 10 ne peuvent couvrir leurs dépenses alimentaires quotidiennes. On compterait 8 millions de Français qui ont faim et qui ont besoin de l'aide alimentaire. Ça fait 12% de la population qui est concernée. C'est 8 fois plus que dans les années 80. Les Restos du Cœur affirment que les moins de 25 ans représentent plus de 50% des personnes accueillies et qu'ils ont observé aussi une croissance de 25% des demandes depuis la crise de 2008. Et que restera-t-il de cette crise sanitaire aujourd'hui ? Elle tue les petits boulots, elle aggrave les souffrances économiques, sociales, physiques et psychologiques. Le chiffre horreur de l'année, 20% des Français auraient envisagé de se suicider en 2020. À quoi la faute ? Tout ce qui contribue à l'isolement, à l'exclusion, avec 2 constantes, l'insuffisance et l'instabilité des ressources, première source de stress. Les jeunes, les retraités, les familles, les personnes seules, ça fait beaucoup tout de même. Quel épineux défi que lutter contre la pauvreté. On peut se dire que l'enjeu étant de faire vivre l'humanité sur Terre, forcément notre rapport au travail évoluera. Peut-être trouverons-nous des alternatives créatrices et distributrices de valeur. Peut-être devra-t-on réapprendre à cultiver nous-mêmes la terre. Peut-être qu'un revenu universel limitera la pauvreté tout en laissant libre l'ambition personnelle. Peut-être verra-t-on de notre vivant ces transformations profondes. Mais à chaque jour suffit sa peine, et à ce jour, pas de potion magique. Mais dans la marmite, quelques ingrédients clés. Un système solide et de la solidarité. Plus de prévention, plus d'éducation financière pour gérer un budget comme des choix et non des privations, pour éviter l'étouffement par le surendettement. Plus de formation continue pour développer son employabilité. Et plus de soutien financier et humain pour rentrer, naviguer et sortir de la vie active, pour trouver un emploi et même pour le créer soi-même par l'entrepreneuriat. Vous le voyez, ce point commun ? C'est d'accompagner chacun d'entre nous pour devenir acteur autonome de sa vie. Ce défi nous revenant à tous, donnons le mot de la fin à Publius Sirius, ce poète latin qui est né esclave et qui a été affranchi. La plus grande pauvreté est celle qui ne peut se passer des choses superflues. Alors que nous serons bientôt 9 milliards d'humains sur Terre, et si nous tentions de marier frugalité et bonheur ? Merci Virginie pour cette chronique qui, je dois le dire, fait froid dans le dos. Alors j'aimerais entendre la réaction de Martine Maragou, présidente d'Emmaüs Montpellier-Saint-Onès et vice-présidente d'Emmaüs France. On a vu que les enjeux sont de taille pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion. Votre organisation Emmaüs fait partie de ces associations remarquables, solidaires que nous comptons en France. Alors tout d'abord, Martine Maragou, quelles sont les actions d'Emmaüs en faveur de la lutte contre la pauvreté ? Alors, merci beaucoup de votre accueil à vous tous et de me donner la parole donc sur Radio Clapas. Alors, nos actions, elles sont multiples. D'abord, la première action, c'est l'accueil des plus démunis, des plus précaires. Nous avons sur site en ce moment 80 compagnons et 8 enfants que nous logeons, nourrissons, soignons. Et nous refusons en moyenne 2 personnes par jour à Emmaüs Montpellier. Nous avons 2 personnes par jour qui frappent à la porte, mais nous n'avons pas de quoi les loger. Et ça, si vous voulez, c'est très, très difficile à vivre psychologiquement quand nous sommes obligés de les renvoyer à la rue. Alors, nos actions, elles sont multiples. D'abord, c'est l'accueil inconditionnel. La personne frappe, nous avons une place, la personne vient chez nous, est accueillie d'une manière spontanée, on ne lui demande pas d'où il vient. Nous le soignons d'abord parce qu'il y a les bleus au corps dont il faut prendre compte. Et puis après, il y a les bleus à l'âme qu'il va falloir également soigner. Et puis après, il va falloir apprendre à cette personne à lui faire retrouver la dignité humaine par le travail. Alors, nos actions, elles sont multiples. Elles sont déjà dans le travail, dans la réinsertion, dans l'accompagnement de toutes sortes, qu'il soit psychologique, qu'il soit médical. Tout ce qui est en notre possible, nous le faisons pour redonner à cet être qui vient nous voir sa dignité humaine. Alors, je voudrais dire que le constat qu'a dressé Virginie, il est malheureusement vrai. Lorsque l'abbé Pierre a créé Emmaüs en 1949, il pensait que c'était juste une période transitoire dans notre monde et il ne se projetait pas 71 ans
plus tard en se disant que cette pauvreté, elle serait toujours là. Et c'est ça, si vous voulez, dans ce regard, dans cette rétrospective qui fait froid dans le dos, c'est que la misère qu'a connue l'abbé Pierre, elle a, j'allais dire, elle a augmenté, elle a quadruplé même, c'est ça, et que nous sommes complètement démunis et nous avons des compagnons dont le profil a complètement changé. L'abbé Pierre, souvent, c'était des compagnons où l'alcool prégnait sur leur mode de vie, alors qu'aujourd'hui, ce sont des gens dans la plus grande précarité, rupture d'emploi, rupture sociale, rupture familiale, sans aucune formation initiale, aucune, et un nombre incalculable de jeunes, et fait nouveau chez Emmaüs, des femmes et des enfants, ce que nous n'avions pas jusqu'à ces dernières années. Merci Martine Maragou. Alors peut-être que Ludovic Pagnassiri, vous souhaitez réagir? Alors justement, en fait, dans votre discours, j'ai entendu un mot qui m'a plutôt résonné à mes oreilles, c'est le mot réinsertion. Si vous voulez, la chance que nous avons, c'est que nous pouvons réinsérer nous n'avons pas le temps ne compte pas pour nous. Donc les compagnons sont accompagnés pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans s'il faut. Ils restent chez nous et cette réinsertion, elle est progressive, alors que d'autres organismes, on a 6 mois, voire 1 an pour réinsérer une personne. Alors justement, je vais me permettre de rebondir là-dessus avec donc Ludovic Pagnassiri. Donc vous êtes donc le directeur de l'ADI et du coup, en parlant de réinsertion, évidemment, j'ai pensé directement à vous. Est-ce que vous pouvez expliquer peut-être un tout petit peu plus en détail à quoi correspond l'ADI, tout simplement? Alors, l'ADI, depuis sa création il y a 30 ans par Maria Novak, se donne comme mission de défendre l'idée selon laquelle chacun peut devenir entrepreneur s'il a accès au crédit, un accompagnement professionnel qui soit fondé sur la confiance, la solidarité et la responsabilité. Et ces personnes, nous les accompagnons, qu'elles aient du capital ou pas, qu'elles aient du réseau ou pas, qu'elles soient diplômées ou pas. Nous pensons que chacun a des énergies créatrices, quel que soit son revenu, quel que soit son niveau de formation. Et en cela, on essaie de lutter justement contre la pauvreté et nous défendons, nous agissons sur le champ de l'insertion professionnelle par la création d'entreprises, la création de son propre emploi, mais également par l'emploi directement, en finançant les personnes exclues du système bancaire pour leurs besoins de création d'entreprise ou de mobilité. Et donc, ce que disait Martine résonne également beaucoup à l'ADI, la pauvreté, le seuil de pauvreté, 1063 € par mois pour une personne, c'est 80% des personnes que nous rencontrons au quotidien. C'est 55% des publics que nous arrivons à financer, parce que malheureusement, il y a des situations trop difficiles parfois et nous ne pouvons pas intervenir et on le déplore, malheureusement. C'est notre lutte au quotidien. Et des associations comme Emmaüs, comme les Petits Frères des Pauvres, comme les Compagnons du Devoir, sont pour nous la base du partenariat également, pour trouver des solutions ensemble, pour permettre à tout un chacun de se réaliser et de retrouver la dignité par le travail. Et ça se matérialise concrètement comment? Vous avez aujourd'hui de réels partenariats entre structures, entre organisations solidaires? Alors nous avons des partenariats sous convention avec beaucoup de structures, d'autres partenariats plus opérationnels, plus sur du terrain, sur de l'échange, mais peu importe qu'il y ait du papier ou pas, du moment qu'on se connaît, du moment qu'on communique, du moment qu'on développe le réseau et qu'on puisse orienter de manière qualifiée les gens vers un chemin qui soit balisé et simple à comprendre, parce que malheureusement la pauvreté c'est aussi des personnes qui n'aiment pas la complexité. Donc, nous avons une multitude de partenaires, que ce soit sur le champ de l'insertion, comme je viens de le dire, mais également sur le champ de développement économique, avec les chambres de commerce, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, tous les réseaux d'associations qui aident à la création d'entreprises ou à l'insertion par l'emploi. Pôle emploi, notamment, qui est un partenaire essentiel de l'ADI, mais également les missions locales pour les jeunes, les plis également pour les moins jeunes. Et bon, j'en oubliais, mais tout le réseau connaît l'ADI aujourd'hui.
Est-ce que Ludovic, vous constatez, comme Martine l'a souligné, de plus en plus de populations jeunes et féminines avec enfants aussi qui viennent chercher vos services? Ah oui, tout à fait. De plus en plus, comme disait Martine, les jeunes qui sont des fois sans diplôme, des fois, et de plus en plus avec des diplômes d'ailleurs, qui sortent avec des bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5 et qui n'ont pas de débouché professionnel. Ces jeunes-là sont de plus en plus aussi attirés par l'entrepreneuriat, qui est de plus en plus démocratisé en France, avec la libéralisation des instances juridiques, fiscales et sociales pour créer sa boîte. L'auto-entrepreneuriat, la micro-entreprise font partie de ces solutions-là et on le voit de plus en plus. Mais pas que les jeunes, beaucoup de seniors également. Beaucoup de seniors qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts avec leur petite retraite et qui ont besoin de compléter le revenu par une petite activité complémentaire. Et puis, malheureusement, de plus en plus de foyers séparés, des femmes, effectivement, ces mères célibataires, qui ne peuvent plus prendre un emploi salarié à plein temps classique parce qu'elles doivent gérer aussi le quotidien, l'emploi du temps avec les gardes d'enfants et qui cherchent aujourd'hui à équilibrer leur vie et du coup à créer leur entreprise pour pouvoir mieux gérer justement cet emploi du temps. Alors, dans les deux cas, vous, que ce soit l'ADI ou Emmaüs, vous parlez déjà d'accompagner finalement les personnes que vous accueillez ou les aider à retrouver de la dignité humaine, notamment par le travail. Moi, je me pose quand même la question de aujourd'hui, OK, vous parlez de dignité humaine, mais comment vous leur redonnez concrètement même de la confiance en eux, en elles, pour justement aller soit vers le monde de l'entrepreneuriat ou du travail, tout simplement. Oui, alors pour Emmaüs, je peux répondre dans ce sens que quelqu'un qui est accueilli chez nous, nous sommes un lieu d'accueil, un lieu de vie, mais un lieu de travail. C'est-à-dire que le compagnon accueilli se voit attribuer un poste de travail. Il travaille 8 heures par jour, comme tout employé normal. Il a un statut particulier qui est un statut WACAS et il reçoit un pécule de 356 € par mois et il se réhabitue, si vous voulez, à des horaires stricts avec des repas pris en commun. Si vous voulez, il y a un cadre qui lui est donné, c'est ça. Et c'est par ce cadre, par ce travail, ils sont polyvalents d'ailleurs dans les tâches qu'ils accomplissent. Ils sont en responsabilité complète dans les espaces de vente, c'est eux qui fixent le prix des objets. En fait, c'est une micro-entreprise Emmaüs et la personne trouve sa place. Alors, certains, et nous, c'est notre souhait, surtout quand ils sont très jeunes, puisque si vous voulez, l'âge va de 18 à 81 ans, notre souhait, c'est de les accompagner, j'allais dire, vers la sortie, pour qu'ils puissent retrouver un emploi. Mais parfois, certains, il y a des gens chez nous qui sont là depuis 31 ans et qui participent complètement à la vie de la communauté qui devient la famille et la personne trouve sa place et est insérée dans une communauté. Alors justement, je me permets de prendre la parole là-dessus. Toujours pour vous, Martine, Oui. je voulais savoir si on vit une situation compliquée, du coup on est obligé de passer par vos services, donc demander Emmaüs, etc. En moyenne, à partir de combien de temps on peut, vous savez, rebondir sur nos pieds, peut-être retrouver un emploi, etc. Vous avez décerné peut-être une moyenne, quelque chose comme ça? Oui, alors je vais vous donner une moyenne, mais je vais vous dire que chaque cas est particulier. Donc, je vais vous dire qu'un compagnon reste en moyenne 3 à 4 ans chez nous. Et là, l'année dernière, nous avons eu la joie, je dis la joie, de pouvoir renvoyer vers la vie, j'allais dire, active et normale, 4 chauffeurs-livreurs qui ont été embauchés en CDI par des entreprises du bassin montpelliérain, de la métropole. Et ça, je crois que chaque fois que nous réunissons ça, c'est vraiment pour nous une très belle réussite. J'ai fait un partenariat avec les Petites Sœurs des Pauvres où nous avons un compagnon atteint d'Alzheimer qui termine ses jours là-bas et que nous continuons à accompagner par des visites chaque semaine. Comment doit-on se sentir personnellement et une fois qu'on a recours à ce genre de services comme Emmaüs, etc., est-ce que vous avez une aide peut-être psychologique mise en place pour justement aider à rebondir plus facilement? Parce que je sais que il y a beaucoup de gens, notamment ça a été mon cas pendant longtemps,
qui ont eu beaucoup de mal à aller vers ce genre de service parce que c'était comme accepter la défaite, accepter qu'on tombe vraiment trop profond dans la pauvreté. Et du coup, ça devient difficile pour nous de rebondir. Quelles sont les méthodes? Je crois que c'est l'amour de l'autre. Il n'y a pas véritablement chez nous de psychologues, si vous voulez savoir. Nous accompagnons, que ce soit les salariés ou toute l'équipe de direction. Nous connaissons chaque personne, ils sont, je vous dis, 80. Je crois qu'en tant que présidente, je les connais pratiquement tous. Je connais, quand ils acceptent de me le livrer, leur parcours de vie et la porte est toujours ouverte pour le dialogue. Alors, il y a des hauts et des bas, des bleus au corps et des bleus à l'âme, et c'est à nous à accompagner. Ça se fait pas en ligne droite, tout cela. Hein. Parfois il y a des réussites, parfois il y a des échecs, parfois il y a des retombées dans l'alcool. Nous retendons la main, nous les accompagnons. Parfois il y a des tombées dans la drogue. Enfin, nous sommes là pour les accompagner et essayer de comprendre pourquoi. La période de Noël est une période très difficile au sein d'une communauté parce qu'il y a toutes ces blessures de l'enfance qui ressortent et c'est parfois très lourd même pour nous psychologiquement à porter. Mais si vous voulez, je crois que c'est cet amour et c'est le regard bienveillant que l'on a sur eux qui les rassure en fait. Nous sommes une famille pour eux. Nous sommes une famille. C'est ça qu'ils sentent. Alors moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure et qui, je ne vous cache pas, m'a touchée. Vous dites que tous les jours, actuellement, vous refusez plus de 2 personnes par jour. Alors, Oui. évidemment, pour moi, c'est assez choquant d'entendre ça quand on parle justement de lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Ma question, c'est finalement de savoir comment aujourd'hui vous faites pour accompagner malgré tout ces personnes qui frappent à votre porte, vers qui vous les dirigez. Et j'ai envie de poser la même question à Ladi. Qui vient frapper à votre porte et si ça n'est pas la bonne porte, alors comment vous les aidez malgré tout à aller vers les bonnes portes? Ça, c'est quelque chose qui nous déchire, mais nous n'avons pas de solution. Sachez que nous sommes une association où nous n'avons aucune subvention, quelle qu'elle soit, ni municipale, ni gouvernementale, absolument aucune. C'est l'abbé Pierre qui l'a voulu ainsi. Alors, nous ne vivons que par les dons des particuliers et parfois par les dons des entreprises qui acceptent de nous donner les surplus, les invendus, etc., que nous recyclons puisque nous recyclons depuis 1949. Alors, où les envoyons-nous? Vous savez, c'est une question que nous nous posons. Comment pouvons-nous faire tous les jours? Alors, nous appelons les autres communautés, mais qui n'ont plus de place. Alors, si la personne est vraiment en grande souffrance, ce que nous faisons, nous essayons de l'accueillir dans une salle de réunion en lui donnant une nuit tranquille. Mais hélas, nous savons que la personne repart à la rue et qu'il y a les CCAS à Montpellier qui font ce qu'ils peuvent. Tout le monde fait ce qu'il peut. Ça, je dois le souligner, toutes les associations. Mais le problème, c'est que la pauvreté et la précarité nous revient en boomerang en ce moment. C'est un véritable boomerang. Et je dois dire que la municipalité de Montpellier et la métropole est très attentive à ce phénomène, mais avec les moyens que nous avons. Voilà. Nous n'avons pas, nous, Emmaüs, nous aimerions pouvoir avoir un autre lieu pour accueillir. Et demain, un autre lieu accueille à nouveau 80 personnes. En 3 jours, nous sommes complets. Quelles sont selon vous les actions, Ludovic et Martine, de prévention que nous pourrions faire pour est-ce que c'est au niveau du logement que ça doit se faire? Est-ce que c'est vraiment au niveau de l'éducation sur un plus long terme? Quels sont selon vous les leviers prioritaires qui permettraient d'enrayer un peu cette tendance effrayante? Alors, je vais répondre puis laisserai la parole à Ludovic. Personnellement, le logement c'est une nécessité, c'est impératif. Mais j'allais dire que le logement sans accompagnement à côté, c'est un leurre. C'est un leurre. Parce que la personne, quand elle est seule dans un appartement, va reprendre ses addictions, va avoir de nouvelles fréquentations qui ne vont pas l'amener à se sortir de là. Je pense que ça serait que les logements doivent être encadrés. Alors, encadrés comment? Je n'ai pas la solution, mais ce que je disais l'autre jour à Emmanuelle Wargon, la ministre du Logement, je crois qu'il faudrait que ces logements soient appuyés sur des structures comme les nôtres, qui avons le savoir-faire au niveau de ce personnel qui est fragile et précaire, si vous voulez. Mais le laisser seul avec un toit, c'est une erreur. Voilà mon ressenti.
L'ADI n'intervient pas sur ce champ d'insertion, de stabilité personnelle. Nous intervenons après, lorsque la personne s'est stabilisée. Donc c'est la raison pour laquelle on est très proche aussi des associations, des centres d'hébergement d'urgence, des référents sociaux, des CCAS, pour leur apporter une réponse de réorientation avant de basculer sur des projets professionnels, parce qu'on sait que ce n'est pas viable si elles ont pas d'abord stabilisé leur situation. Nous, les gens qui viennent nous voir sont des personnes qui veulent entreprendre. Ce sont des gens qui veulent monter des projets, qui veulent s'en sortir. Ce sont des combatifs. Ce sont pour 70% d'entre elles des futurs entrepreneurs, des gens qui veulent créer leur métier, leur emploi, mais qui n'ont pas les moyens, financiers. Et elles ne demandent pas grand-chose. Elles ne demandent pas 100 000 euros. Elles demandent 5 000, 6 000 euros pour les aider à trouver un véhicule, à investir dans un site Internet, à financer le premier stock pour tester une activité, à avoir un peu de trésorerie pour pouvoir fonctionner. Et ces personnes ne trouvent pas de solution parce qu'elles n'ont pas accès au crédit bancaire. Elles n'ont pas accès au crédit bancaire parce qu'elles sont au chômage, parce qu'elles sont bénéficiaires du RSA, parce qu'elles n'ont pas la confiance de la banque au vu de leur situation, parce qu'elles n'ont pas d'apport, parce qu'elles n'ont pas suffisamment d'expérience, mais elles ont de l'énergie. Et ces valeurs-là sont importantes pour nous. D'autre part, nous avons aussi des 30% du public qui souhaitent retrouver un emploi salarié, mais ne peuvent pas, toujours parce qu'elles n'ont pas les moyens. N'ont pas les moyens de se déplacer pour aller vers cet emploi, n'ont pas les moyens de se former pour gagner en compétences, n'ont pas les moyens, même informatiques ou vestimentaires, pour pouvoir être présentables, pour pouvoir maximiser leurs chances de trouver un emploi via les réseaux. Donc, et toujours pour les mêmes raisons, parce que la banque ne veut pas prêter. Donc, pour toutes ces personnes-là, tant que le besoin il est modeste, inférieur à 10 000 euros, nous allons recevoir ces personnes. Nous ne savons pas encore si nous allons pouvoir les aider, mais nous allons les écouter, essayer de comprendre leur parcours, de les conseiller et, dans le meilleur des cas, de les financer. Je rappelle juste les 3 valeurs essentielles, elle a dit, c'est la confiance, la solidarité et la responsabilité. La confiance, pourquoi? Parce que nous sommes le premier opérateur de microcrédit en France et en Europe. Le microcrédit, c'est un petit prêt qui octroyé à des personnes qui sont issues du système bancaire, pour toutes les raisons que j'ai évoquées. La solidarité, pourquoi? Parce que on ne refuse personne à l'écoute. C'est très important. Beaucoup de personnes, même si elles ne peuvent pas obtenir de financement, se disent regagnent de la confiance et le sourire parce que enfin une porte s'est ouverte. Même si le chemin n'est pas terminé, une porte s'est ouverte, on les a écoutées et elles ont envie de continuer. Et cette solidarité, elle est apportée aussi par notre réseau. Nous sommes un réseau national, 1900 personnes. Les 2 tiers sont des bénévoles. Les 2 tiers sont des bénévoles qui ont cette valeur et cette fibre humaine. Ces bénévoles, ce sont pour la plupart des retraités, mais il y a de plus en plus aussi d'actifs. La période nous a montré que de plus en plus de personnes souhaitent donner du sens à ce qu'elles font, à leur métier, à leur quotidien. Et le sens, c'est l'humain. Hein. Il n'y a pas d'autre voie. Hein. On est vraiment dans cette approche de la personne. Et ces bénévoles, ce sont des anciens chefs d'entreprise qui sont à la retraite, des anciens cadres dirigeants, des anciens cadres bancaires même. On a beaucoup de banquiers qui aujourd'hui souhaitent changer de fusil d'épaule et venir aider l'ADI pour pouvoir prêter, en tout cas participer à l'octroi de prêts qu'elle n'a jamais fait, qu'elle n'a jamais su faire dans leur parcours professionnel. Donc c'est très important. Et puis la responsabilité, parce que on écoute, on essaie d'assister, mais on veut surtout amener les gens vers l'autonomie de la décision, qu'elles soient maîtres de leur destin et qu'elles aient tous les outils pour pouvoir décider en connaissance de cause. Les exclus du système bancaire que nous recevons, on essaie de les rebancariser, entre guillemets, dans la durée. En général, c'est après 3-4 années de parcours pour qu'elles puissent enfin retrouver la confiance des financeurs classiques et qu'elles puissent réinvestir dans l'outil, réinvestir dans leur futur.
Alors, moi, j'aimerais réagir par rapport à ce que vous dites. En tout cas, je crois que pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, j'imagine que on connaît tous des personnes qui, eh bien, sont en difficulté. Moi, j'en apprends beaucoup dans ce que vous dites. Alors déjà, comment on vous trouve? Où est-ce que vous êtes basé? Est-ce que on crée le lien par Internet? Est-ce que on vient vous voir dans une agence? C'est très pragmatique ce que je pose comme question. Bien sûr. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire où on peut vous trouver? Alors, l'ADI a 520 points d'accueil partout en France métropolitaine et dans les dom-toms. Si un jour vous vous perdez à Tahiti et que vous voulez créer votre boîte, ou en tout cas vous voulez trouver un soutien, vous trouverez l'ADI. Surtout dans les îles, nous sommes extrêmement présents et il y a très peu de structures présentes, donc nous sommes très bien repérés dans les îles. Mais également en métropole, où nous avons déjà pour le territoire que je représente 3 antennes à Montpellier, à Narbonne et à Perpignan, mais également une multitude de permanences où nous intervenons en présentiel 1 fois ou 2 fois par semaine chez des partenaires comme Pôle emploi, comme des pépinières d'entreprises, voire même chez des collectivités locales. Et pour nous joindre, c'est très simple. Il y a, pour ceux qui souhaitent passer par le téléphone, il y a un numéro national qui est le 09 69 328 110. C'est une plateforme qui a accès aux agendas de tous les conseillers de France en temps réel. Donc, on peut obtenir un rendez-vous très rapidement, en moins de 7 jours, en passant par ce numéro. Pour les personnes qui passent par l'outil informatique, qui sont plus digitales, nous avons également un site internet où en remplissant un petit formulaire, vous accédez directement au planning des conseillers, en temps réel également. Donc, on a donné pas mal d'autonomie aux personnes par Internet, donc www.adi.org, ou bien par téléphone. Et puis, en local, avec nos partenaires, ils peuvent aussi obtenir les numéros de téléphone portables des conseillers locaux, qui sont joignables en direct également. Donc, plusieurs solutions pour pouvoir nous joindre et rentrer en contact. Donc ça, c'est plutôt pour les bénéficiaires, enfin les futurs bénéficiaires. Vous avez parlé de bénévoles et Martine Maragou pourra nous en dire aussi quelques mots. D'un côté comme de l'autre, on a envie de vous demander finalement qu'est-ce que vous recommandez pour les auditeurs et les auditrices qui souhaiteraient devenir bénévoles. Qu'est-ce que vous recommandez en termes de... Est-ce qu'il y a des compétences nécessaires qu'il faut avoir pour rejoindre vos organisations? Alors, vous savez, une organisation comme l'a dit, c'est quand même une grosse machine. Il y a beaucoup de métiers. Et bien sûr, il y a le métier de l'accompagnement, du financement, mais il y a toutes les activités qu'on ne voit pas, la gestion administrative, la communication, monter des événements pour faire de la notoriété et inspirer les gens. Donc, il n'y a pas de profil type. Moi, je recherche surtout la valeur de l'humain, la valeur de l'écoute. Et à partir de ce moment-là, toutes les compétences peuvent être utilisées à l'une de nos missions en interne à l'ADI. Nous avons, donc tout à l'heure je l'ai dit, des banquiers, des anciens chefs d'entreprise, mais nous avons aussi des professeurs des écoles. Nous avons aussi des personnes qui sont dans le marketing, qui sont dans la communication, des personnes qui veulent faire de l'éducation financière, ou des personnes qui font juste du coaching personnel pour gagner en confiance. Et ça, c'est très important, la confiance. Donc, tous les profils sont acceptés à l'ADI pour peu qu'elles comprennent nos missions, notre ambition, et elles sont donc en phase avec nos valeurs. Merci. Et Martine Maragou pour Emmaüs. Moi, j'allais dire que je rejoins vraiment le propos de Ludovic sur le profil des bénévoles. Il n'y a pas de profil type. Ce sont des gens qui viennent nous rejoindre, qui partagent les mêmes valeurs, à savoir l'amour du prochain, l'amour de l'autre, ça c'est sûr, ce regard bienveillant qu'ils portent sur les gens accueillis, sans jugement aucun, parce que je crois que ça aussi c'est très important. Les parcours de vie sont des parcours très difficile et il faut accepter que les compagnons accueillis n'ont pas nos codes. Parfois, ce sont les codes de la rue qui ne sont pas les codes que nous avons nous tous. Et je crois que ce qui doit, le lien, j'allais dire, commun entre nous tous, c'est le refus de la fatalité. Il n'y a pas de fatalité à la précarité, à la pauvreté. Je crois que c'est la volonté de se battre contre ce fléau qui est un fléau qui perdure et qui s'amplifie.
Merci infiniment à tous les deux. Je me permets de vous proposer un court entracte, une petite pause, parce qu'on est toujours sur Radio Clapas 93.5. Vous écoutez l'émission du CJD, une association de 5700 dirigeants d'entreprise qui osent mettre l'économie au service de l'homme et pas l'inverse. Et c'est ce que vous écoutez aujourd'hui avec les représentants de Emmaüs et de l'ADI. Grégoire, maintenant, nous fait découvrir son inspiration musicale du jour. Et merci Virginie, ainsi qu'à toute l'équipe de l'économie au service de l'homme. Je suis là pour proposer un petit instant musical, souvent en lien avec le thème. Aujourd'hui, je vais faire un petit écart, quoique. J'ai découvert un nouvel artiste qui s'appelle Chelingo. Il a sorti un album qui s'appelle The World Generation. Et j'en parle parce que, indépendamment de sa volonté, un des morceaux de son album est devenu un des hymnes du mouvement Black Lives Matter. Le morceau s'appelle My Block. On l'écoute tout de suite. Rolling round my block, feeling hot, streets are cold, see the frost, things I know, God forbid, probably would've made Jesus cross, that's my blood, family tree, no excuse, freedom cost, took the risk, made mistakes, pray I never repeat them. Rolling round my block, feeling hot, streets are cold, see the frost, things I know, God forbid, probably would've made Jesus cross, that's my blood, family tree, no excuse, freedom cost, take the risk, made mistakes, pray I never repeat the loss. We pray to check on they gon' judge what we do. Don't speak no evil, they don't know me. We pray to check on them. Do this for my people, black don't mean illegal. They don't know me. We pray to check on them. Mind out how they treat you, way too go too regal. They don't know me. Frustrated. Look at how they got us in papers. Black boy, black hood, black trainers. Judging the cover of that book, no pages. Hurt with the hatred, curse is dangerous. That poverty curb is nature's. He really could have sent man doctor instead of just working patience. All now mumsy swerving bailiffs. They ain't even got no evidence. And that blood, that servant's playlist feds. They really broke my brethren's neck, then lied on one of their statements. Bro, how can you call that justice? When blue see red, there's greatness. King of this castle, you're looking at greatness. Watch me. Rolling round my block, feeling hot. Streets are cold, see the frost. Things I know, God forbid, probably would've made Jesus cross. That's my blood, family tree, no excuse, freedom cost. Took the risk, made mistakes, pray I never repeat them. Rolling round my block, feeling hot. Streets are cold, see the frost. Things I know, God forbid, probably would've made Jesus cross. That's my blood, family tree, no excuse, freedom cost. Take the risk, made mistakes, pray I never repeat the loss. We pray to check on them. They gon' judge what we do. They don't speak no evil. They don't know me. We pray to check on them. Do this for my people. That don't mean illegal. They don't know me. We pray to check on them. Mind out how they treat you. Way too go too regal. They don't know me. We pray to check on them. Give me that money right now. Pacify our women, justify the killing. Still got shackles on me in your mind and ribbons. Making money off it, magnify the figures. Pray we see the profit and we find forgiveness. Healing necessary, not hereditary. Cut the history, but can't live by that spirit. All my brothers hungry, appetite of winners. Rust a lot, but they can't have the diamonds in him. You don't know what prejudice look like. All because of what you look like. I want a guy. Never said we didn't have good times. I never said my brother didn't push white. I never said that I was any victim because I was skinned in. Still glistening, can I get a witness in this? Rolling round my block, feeling hot. Streets are cold, see the frost. Things I know, God forbid, probably would've made Jesus cross. That's my blood, family tree, no excuse, freedom cost. Took the risk, made mistakes, pray I never repeat them. Rolling round my block, feeling hot. Streets are cold, see the frost. Things I know, God forbid, probably would've made Jesus cross. That's my blood, family tree, no excuse, freedom cost. Take the risk, made mistakes, pray I never repeat the loss. Martine, vous avez dit tout à l'heure que Noël était une période particulièrement difficile pour toutes ces personnes dans des situations très critiques et parfois assez désespérées. Nous vivons une période de confinement qui rend les rapports humains encore plus complexes et difficiles. Quels sont vos conseils? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que chacun peut faire pour accompagner vos efforts associatifs? Alors, je crois que la première des choses, c'est de venir à la communauté. Si vous voulez, jusqu'alors, j'ai refusé un petit peu la vente. Là, on a fait un petit click and collect, mais c'est la première fois et sur une période très courte. Je ne suis pas du tout associée à cette vente par Internet parce que c'est une rupture du lien pour nos compagnons. Parce que
lorsque vous venez acheter quelque chose sur la communauté, certes, il y a l'achat qui plaît à l'acheteur et qui fait en général une bonne affaire parce que chez nous, les produits sont pas très chers, mais au-delà, c'est l'achat solidaire pour la communauté, mais c'est surtout et avant tout la création ou la reconstruction d'un lien avec le compagnon qui va vous vendre l'objet. Et cet échange qu'il y a parfois fut-il très bref, mais le sourire, le merci, la reconnaissance de l'autre, dans le regard du compagnon, c'est quelque chose qui a une valeur énorme. Ils se sont reconnus. Et j'allais dire, merci de nous faire cette joie en période de Noël, parce que c'est une période difficile pour eux, je vous l'ai dit. Alors pour moi, en tant que présidente, c'est une période ajoutée au confinement, qui est une période financière très difficile. Mais au-delà, je me dis, pour nos compagnons, ils revivent cette enfance qui parfois a été, même dans la plupart du temps, une enfance qui a été très difficile, une enfance meurtrie, une enfance battue. Donc, si vous voulez, ce moment de Noël où tout le monde se sent en famille, sachez que le compagnon est seul et que nos salariés, souvent, avec le directeur notamment, nous venons le soir de Noël avec eux pour partager ce moment avec eux, de manière à ce qu'ils ne se sentent pas seuls. Parce que le repas de Noël le soir est très triste à la communauté. Le 1er de l'an, non, c'est une nouvelle année qui recommence, c'est beaucoup plus joyeux. Mais le 1er de l'an est très difficile. Et je crois qu'il faut que les gens comprennent qu'une communauté, c'est pas que la vente, on donne pas et on n'achète pas. Il y a autre chose, il y a l'humain au milieu. Et c'est ça que nous essayons vraiment de garder comme lien. C'est pour ça que, bon, hélas, on n'est pas tellement présent sur Internet au niveau de la vente des objets. Et est-ce qu'avec les nouvelles mesures là de confinement, on peut physiquement acheter des choses ou c'est toujours click and collect? Non. Alors là, nous pouvons réouvrir comme tout le monde samedi et tous les dimanches du mois de décembre, nous serons ouverts exceptionnellement de 14h à 18h. Mais si vous voulez, hier, je faisais le tour des espaces de vente. Les compagnons attendent cette réouverture parce qu'ils attendent ce lien, tout simplement, de dire bonjour à leurs acheteurs qui viennent régulièrement, la découverte, par exemple, la librairie, qui est un espace merveilleux chez nous, qui, je dis toujours, on n'a pas à rougir des librairies du centre-ville et d'ailleurs des grands centres. Le compagnon qui est là, il connaît tous les auteurs, il conseille les gens, vous voyez, et il attend ce lien à nouveau. Quand je vous entends, par exemple, vous preniez l'exemple du compagnon qui vend les livres dans la partie librairie d'Emmaüs. Ça me pose la question de comment vous ensuite vous valorisez ces compétences acquises pour permettre justement à ce compagnon de réinsérer, de retourner dans le monde du travail. Comment vous procédez? Alors, d'abord, il faut qu'il veuille. Voilà, ça c'est une première étape. Parce que vous avez des compagnons, comme je le disais tout à l'heure, qui sont chez nous depuis 30 ans, 31 ans. Ils travaillent, ils ont leur toit, ils ont leur logement individuel, qui est un petit studio, si vous voulez. Donc, le compagnon est hébergé. C'est un cocon et vous avez des compagnons qui ne veulent pas quitter la communauté, qui n'ont pas de projet professionnel, mais qui sont à leur place et qui ont un travail comme tout un chacun. Par contre, les autres, nous essayons, alors nous faisons passer des cassettes, nous les accompagnons, souvent nous leur permettons de passer le permis de conduire, parce que lorsqu'ils ont passé un baccalauréat et qu'ils trouvent un emploi, ils n'ont pas de permis de conduire, donc nous les accompagnons là. Et quand ils nous demandent des formations, là, j'ai chargé un compagnon de la communication de la communauté. Donc, je vais lui faire un stage de connaissance des réseaux sociaux et donc de ce qu'est une communication. Vous voyez, voilà, c'est en fonction, comme je vous dis, c'est individuel. Très bien. Alors du coup, ma question, Ludovic, voilà, je suis un jeune, j'ai un projet, mais j'ai un peu peur de me le lancer. Alors déjà, je ne sais pas si je vais pouvoir mener à terme ce projet. Et puis surtout, j'ai peur parce que je pense manquer de compétences. J'ai aucune compétence en comptabilité. Je ne sais pas si je vais faire les bons choix, etc. Mais j'ai ce projet qui me tient à cœur. Est-ce que je peux
venir vous voir pour essayer de concrétiser ce projet ou est-ce que je dois le travailler en amont? Alors, non, franchissez notre porte, venez nous voir, venez en discuter. Nous allons construire ensemble votre chemin vers votre entreprise avec donc notre équipe. Ça va être très concret, hein. C'est une rencontre d'une heure dans un premier temps avec un conseiller ou un bénévole et on va vous écouter. Vous allez nous raconter votre histoire. Votre projet, pourquoi vous voulez monter ce projet, votre parcours professionnel, votre réseau, qu'est-ce que vous recherchez, quels sont vos objectifs, parce que les objectifs des entrepreneurs sont différents. Il y en a qui souhaitent s'enrichir et monter de grosses entreprises à terme. Il y a d'autres personnes qui cherchent juste à améliorer un peu leurs revenus au quotidien, qui ne cherchent pas la richesse, et d'autres veulent équilibrer leur vie. Donc, en fonction de ces objectifs, nous allons proposer un accompagnement et des objectifs d'étapes qui sont différentes. Donc, quand vous venez nous voir, c'est une discussion. On est très attachés, nous, déjà, sur votre parcours. C'est 50% de notre analyse. Et sur la viabilité de votre projet. C'est également 50% de l'analyse. Parce qu'on ne va pas vous encourager à aller dans le mur si on pense qu'il n'y a pas de débouché, que si ce n'est pas viable. Par contre, souvent, on fait le pari sur la personne. Parce que la plupart des activités que nous accompagnons sont des activités, somme toute, assez classiques. Le commerce, sédentaire, ambulant, la prestation de services, nettoyage, du service à la personne également. Et ce sont des marchés qui sont assez concurrentiels. Donc, à partir de là, si on pense que c'est trop concurrentiel, on finance personne, on n'accompagne personne. Mais on fait le pari sur la personne parce qu'elle a ce tempérament commercial, elle a cette envie, elle a cette énergie. Et on se dit que grâce à cette personnalité, à ce tempérament, vous allez pouvoir aussi vous prendre un peu de part de marché, entre guillemets. Donc lorsque les choses sont suffisamment sécurisées pour pouvoir vous prêter une petite somme pour pouvoir démarrer, bien calibré sur votre situation, votre budget, eh bien, on va prendre le risque. C'est notre métier de prendre le risque. Même pour les personnes qui ont eu un accident de parcours, un fichage bancaire, pour un crédit, un petit chèque qui est passé par là il y a 2-3 ans que vous n'arrivez pas à régler et que toutes les banques refusent de vous recevoir. Même quand vous êtes passé par une situation de surendettement, ça c'est très important, on a de plus en plus de personnes, surtout cette année, qui viennent nous voir alors qu'elles viennent ou elles ont eu il y a quelque temps un effacement de dette. Un effacement de dette, il faut savoir que vous restez fiché pendant 7 ans. Donc vous avez un budget aujourd'hui équilibré, vous savez gérer, vous êtes en solde de créditeur, mais cette épée Damoclès vous empêche d'avoir un crédit. Eh bien, elle a dit, nous sommes souverains de notre décision, quand bien même ce sont les banques qui nous prêtent l'argent pour qu'on le reprête. Donc, pour cela, les banques sont indispensables également à notre système, à notre fonctionnement, ainsi que les collectivités locales qui nous subventionnent. Contrairement à Emmaüs, nous avons des subventions parce que nous sommes un outil de lutte contre le chômage pour les pouvoirs publics. Donc, en cela, elles nous aident. Et aussi un outil de développement économique pour les territoires. Cette approche-là, elle est essentielle dans le modèle économique de l'ADI. Et puis, le diagnostic, une fois l'heure passée, on va voir ensemble si vous êtes prêt. Ça, c'est très important. Est-ce que vous êtes prêt à démarrer, à vous immatriculer? Si vous êtes prêt, c'est-à-dire que vous pouvez obtenir les fonds et investir. Si c'est le cas, parce que vous avez fait votre propre préparation, parce que vous avez été accompagné par ailleurs, eh bien, nous, on sera très rapide. En moins de 7 jours, vous pouvez avoir les fonds sur le compte. En moyenne, nous prêtons 6 000 €. Et il faut savoir qu'en France, plus de la moitié des entreprises qui se créent démarrent avec moins de 8 000 € d'investissement. Donc, on est complètement dans ce marché-là, dans cette cible, parce que beaucoup de gens pensent que créer une entreprise, c'est beaucoup d'argent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce sont qu'une petite partie, c'est la règle des 80-20, si on veut mettre ça en parallèle. Et donc dans cela, on ira très vite. Par contre, si vous n'êtes pas prêt, parce qu'on voit qu'au niveau de la clientèle, au niveau des prix, au niveau de votre communication, il manque quelques petits éléments à parfaire. On va vous proposer un parcours d'accompagnement qui soit ciblé ou bien une formation qui va durer 1 semaine, qui s'appelle « Je deviens entrepreneur », qui est gratuite, prise en charge complètement par l'ADI et ses partenaires, et qui va vous permettre de formaliser votre projet, de repartir avec un semblant de business model. C'est très important pour l'entrepreneur d'avoir une feuille de route, un plan d'action. Sur cette formation, on va déterminer aussi à partir de quand vous allez gagner de l'argent.
Parce qu'au début, on va investir. Vous allez investir du temps, de l'argent, et il faut toujours un minimum de clients, de chiffre d'affaires pour pouvoir être rentable. Donc, c'est le seuil de rentabilité. Ces notions-là de business model et de seuil de rentabilité, ce sont des notions essentielles pour que vous ayez des repères qui vous permettent derrière de pouvoir piloter l'entreprise, piloter les chiffres. Donc voilà, il n'y a pas de parcours type, c'est vraiment au cas par cas. Il y a des parcours où même sur des petits prêts, lorsque la personne elle a bien monté son projet, le conseiller peut même vous s'engager à vous donner la réponse immédiatement à la sortie du rendez-vous parce qu'il sait que votre projet il est prêt et que votre situation nous permet de prêter. Vous pouvez partir avec un accord de principe. Mais le plus tardif, c'est le temps de l'accompagnement. Et une fois que l'accompagnement il est ficelé, le projet est ficelé, vous avez la réponse en moins de 7 jours. C'est génial, j'espère qu'on va accueillir des personnes qui sont peut-être passées par Emmaüs, qui sont peut-être passées par l'ADI, au CJD, au Centre des jeunes dirigeants. L'heure tourne quand même sur Radio Clapas 93.5. Sandrine, Johan, jeunes dirigeants, est-ce que vous avez une question, une remarque qui vous brûle les lèvres avant qu'on passe au mot de la fin ? Bah écoutez, moi je suis avec ce que j'ai entendu ici, donc c'est vrai qu'il y a eu un terrible constat sur la pauvreté, mais j'ai quand même le sentiment de partir d'ici en me disant que si on est réellement motivé et qu'on a désireux de s'en sortir, ne serait-ce qu'à travers l'ADI et à travers le discours de Ludovic, j'ai l'impression qu'on a quand même des clés pour s'en sortir. Donc si je pouvais envoyer un message à tous ceux qui nous écoutent, il y a quand même de l'espoir. Je sais que les temps peuvent être compliqués pour tout le monde. Ça a été compliqué même, ne serait-ce que pour moi pendant un petit moment de ma vie. Mais voilà, à travers l'entrepreneuriat, on peut s'en sortir. Donc si vous avez quelqu'un dans votre entourage ou même vous-même qui est dans cette situation-là, n'hésitez pas à passer les portes pour qu'on puisse vous aider. Il y a des solutions, donc ne désespérez pas. Et pour ma part, déjà, je voudrais remercier nos deux intervenants qui nous ont démontré que par ces temps de crise, plus que jamais, les élans de solidarité et de générosité sont nécessaires. Je crois qu'on peut toutes et tous être bénévoles aussi, donner un peu de son temps. En tout cas, c'est ce que je retiens de cette émission. C'est même un petit peu. Je crois que ça peut aider beaucoup de personnes sur cette planète. Donc voilà, merci pour ces organisations solidaires que je trouve absolument remarquables. Et j'espère vraiment que on aura donné envie et à des personnes qui sont vraiment en souffrance de rejoindre ces organisations, et puis aussi à des personnes qui le sont moins et qui sont donc privilégiées. Et je considère que personne autour de cette table sont privilégiées. Qu'il y en ait d'autres qui viennent rejoindre vos organisations pour vous aider. Voilà, merci. Merci à vous. Moi, je voudrais juste vous adresser un immense merci pour les messages d'espoir que vous nous avez donnés aujourd'hui. Et malgré une situation qui est quand même extrêmement difficile, vous nous l'avez bien expliqué. Martine Maragou pour Emmaüs, Ludovic Pagnasiri pour l'ADI. Quel serait le mot de la fin, celui avec lequel vous voulez que les auditeurs repartent aujourd'hui ? Voilà, écoutez, le mot de la fin, il sera très bref. Je crois que nous sommes tous des acteurs pour lutter contre la pauvreté et la précarité. Et je vais surtout laisser le mot de la fin à l'abbé Pierre, qui a dit « Venez nous aider à aider ». Je crois que c'est ça. Et je crois que c'est un très beau message qu'il nous a laissé. Quant à moi, pour l'ADI, quelques éléments pour conclure. En 2019, nous avons, au niveau national, financé 27 000 personnes. 27 000 personnes, c'est 25 000 emplois qui ont été créés ou maintenus grâce au financement. C'est plus de 150 millions d'euros d'encours de microcrédit. En moyenne, on prête 5 à 6 000 euros, mais voilà, au final, c'est 150 millions quand même. C'est beaucoup d'argent que les banques n'auront pas prêté et donc des gens n'auront pas trouvé. Et nous pensons que nous pouvons faire 10 fois plus. Parce que l'ADI n'a pas la force de communication des grands groupes. On n'investit pas dans la publicité. On fonctionne beaucoup par le bouche à oreille, par la prescription, par la connaissance. Lorsque vous êtes au chômage et que vous êtes suivi par Pôle emploi, vous avez ces informations sur les réseaux. Mais lorsque vous êtes salarié, lorsque vous êtes dans le réseau classique, vous n'entendez pas forcément parler de toutes les structures d'accompagnement, de financement qui existent. Donc renseignez-vous. N'ayez pas peur, franchissez le cap. Si vous souhaitez créer votre entreprise, nous, on n'est pas là pour juger, on est là pour vous accompagner à réussir. Et comme mot de la fin, j'ai juste envie de dire que pour nos partenaires, pour l'ensemble des personnes
qui bénéficient de nos actions, mais aussi qui nous soutiennent, bénévoles, collectivités, États, Europe. Le microcrédit, ça marche. Vous avez bien entendu, chers auditeurs, le microcrédit, ça marche. On peut vous accompagner, on peut vous aider pour revenir à l'emploi, récupérer l'autonomie. Un grand merci. Notre émission L'économie au service de l'homme touche à sa fin. Mais avant de nous dire au revoir, nous souhaitons partager avec vous, grâce à Anne, quelques minutes pour parler d'intelligence collective. Ce sont des pratiques que nous valorisons beaucoup dans notre association pour être plus intelligents à plusieurs que tout seul. Anne, c'est à vous. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette 6e chronique sur l'intelligence collective. Je vous ai parlé il y a 15 jours de la relation entre intelligence collective et théorie des jeux, et notamment de ce que nous dit l'expérience du dilemme du prisonnier sur notre volonté de coopérer. Place aujourd'hui à un aspect plus pratique de l'intelligence collective, parce que la théorie c'est formidable, mais au fond, à quoi peut bien nous servir l'intelligence collective en ce moment ? Nous sommes pour beaucoup d'entre nous isolés devant nos ordinateurs en télétravail, ou même quand nous travaillons, en physique, à distance de nos collègues avec qui nous n'avons plus de réunion. Les plus chanceux d'entre nous ont un business qui va bien, mais pour d'autres, c'est plutôt une lutte pour maintenir l'entreprise à flot et soutenir les salariés. Alors, est-ce qu'on peut encore faire de l'intelligence collective dans ces conditions ? À distance, dans un contexte économique dégradé ? Oui, on peut, et mon avis est qu'on a intérêt à le faire plus que jamais. Au tout début de ce 2e confinement, un chef d'entreprise partageait avec moi la lassitude de ses collaborateurs et collaboratrices et se demandait ce qu'il pouvait faire pour les accompagner au mieux. Je lui ai proposé de mettre en place un truc très simple, une pause café virtuelle tous les matins entre ses salariés et leurs managers. Alors au passage, ça me permet de vous dire qu'un de mes autres héros de l'intelligence collective, un chercheur nommé Alex Sandy Pentland, a prouvé que l'instauration d'une pause café d'équipe avait amélioré la productivité dans des centres d'appel de 8%. Alors pas de pause café 0 et pause café plus 8%. Ça donne à réfléchir quand même. Donc c'est quoi une pause café virtuelle et pourquoi ça marche ? C'est un temps d'échange ritualisé, régulier, à date et heure connues à l'avance et certaines, jamais annulées, et dont l'ordre du jour est de prendre des nouvelles de chacun, parle qui veut, sur un dossier ou sur sa relation à un client ou à un fournisseur, ou sur lui-même avec des questions ouvertes du type « Comment allez-vous aujourd'hui ? Comment s'est passée la journée d'hier ? Quoi de neuf ? Quelle est votre météo du jour ? Avez-vous des sujets que vous souhaitez aborder dans le cadre de cet échange libre ? Pour certaines équipes, tous les jours c'est bien. Pour d'autres, peut-être plus matures ou ayant plus l'habitude de travailler ensemble, 1 à 2 fois par semaine suffiront. Le temps n'a pas forcément à être long, pas plus long qu'une vraie pause café. Et je conseille de mettre ces pauses café en place en questionnant les équipes sur le meilleur moment de la matinée. À titre personnel, je préfère avoir cette pause au lancement de la journée pour créer de l'énergie, rappeler qu'on fait partie d'un collectif avant d'entamer le reste du jour. Mais certains rythmes d'entreprise peuvent faire que cela sera mieux en fin de matinée ou en milieu. Vous pouvez rendre cela ludique en proposant des jeux autour de qui a le mug le plus fou ou de porter un chapeau différent tous les vendredis. Alors, est-ce que cela a marché dans le cas du chef d'entreprise à qui je l'ai conseillé ? Oui, son retour a été très positif. Il m'a expliqué que les équipes et les managers chez lui ont adoré. Il lui arrive d'ailleurs d'y participer, mais pas systématiquement pour laisser la place à un dialogue libre. Pourquoi ça marche ? Parce que cette pause café, régulière, ritualisée, ouverte, sans ordre du jour particulier que de parler de ce dont on a besoin, eh bien, cela recrée de la sécurité psychologique dans les équipes. Et la sécurité psychologique est à la base de toute intelligence collective, on aura l'occasion de s'en reparler. À très bientôt, et d'ici là, prenez soin de vos besoins.
Et nous voilà déjà à la fin de cette émission L'économie au service de l'homme, dédiée à la pauvreté. Merci, un grand merci à nos deux invités, Martine Maragou et Ludovic Pagnaziri, pour leur humanité, pour leurs espoirs et pour leurs actions. Merci à l'équipe de Radio Clapas 93.5 et aux jeunes dirigeants du CJD, Sandrine et Johan aujourd'hui, qui éclairent tous les mardis à 17h un bout d'économie responsable. Retrouvez les replays sur radioclapas.fr ou sur la chaîne YouTube du CJD Montpellier. Et d'ici là, n'hésitez pas, contactez-nous via la radio, les pages Facebook ou LinkedIn du CJD Montpellier. Prenez soin de vos proches et de vous.